Bonsoir et bonne année à tous ceux qui nous suivent depuis 2 ans déjà. Voilà la 3e année et votre émission, grâce à vous, continue à vivre. Alors nous sommes contents d'être avec vous, c'est pourquoi nous vous souhaitons une fois de plus bonne année et bienvenue à votre émission Le Monde des Mystères. Le Monde des Mystères va planter les décors pour une nouvelle année où nous allons ensemble pendant 4 semaines, revivre les émissions antérieures pour pouvoir relancer le débat. Parce que, à quelques moments près, les gens pensent que ce n'est pas métaphysique et il faut qu'ils comprennent déjà qu'est-ce que c'est que la métaphysique. Et tout cela, à la fois, fait réfléchir. Parce que lorsque nous sommes en débat avec un intellectuel, un prêtre ou quoi, on a tendance à oublier que la métaphysique nous permet de s'auto-prendre en charge. Alors, nous allons revenir donc pas à pas sur le passé de cette émission en rendant ce passé au présent. Avec Jean-Marie Onambele, toujours accompagné de moi, je lui dis bien bonsoir et bonne année Jean-Marie Onambele. Bonsoir et bonne année professeur, bonsoir et bonne année chers téléspectateurs, vous qui êtes depuis quelques mois déjà nombreux à être avec nous tous les dimanches lorsqu'il est 20h30 sur votre télévision LTM. Le professeur l'a dit, on va revenir effectivement sur, recentrer le débat sur la métaphysique pour comprendre en nouveau et surtout pour ceux qui se posaient derrière la question si le monde des mystères était devenu une émission politique ou religieuse. C'est vrai que la métaphysique, pas dans tous ces, ou alors il y a tous ces domaines-là, tous ces domaines de la vie-là font partie de la métaphysique. Et c'est pour cela donc on revient vous expliquer surtout, vous revient en fond et en comble, vous redit ce que c'est que la métaphysique. Et pour notre page, la toute première de cette soirée, c'est la page évocation-réflexion. Et la page évocation-réflexion de ce jour revient sur un élément qu'on vous avait déjà présenté il y a cela quelques semaines. Et cet élément-là parlait donc effectivement de ce prêtre blanc européen qui parle de l'anticolonialisme, lui-même étant un anticolonialiste, mais il parle plutôt du colonialisme et des méfaits de la religion et de la politique européenne. Suivons plutôt. Alors le bilan de 50 ans d'indépendance, de soi-disant indépendance africaine, il est pas beau parce qu'en fait il n'y a pas d'indépendance. Donc tout ça c'est des mensonges, c'est tout sauf la vérité. Il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Il y a eu un simulacre d'indépendance, mais une véritable indépendance, c'est revenir à ce qui existait avant le colonialisme. Qu'est-ce qui existait avant le colonialisme? Des ethnies, des groupes qui étaient des nations, car chaque ethnie est une nation, et qui avaient des frontières totalement différentes de ce qui existe maintenant, des religions totalement différentes de ce qui existe maintenant, une culture totalement différente de ce qui existe maintenant, qu'on voit dans tous les détails, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, partout. Et tout ça a été colonisé, et donc, à la décolonisation, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un simulacre de décolonisation politique. Ça veut dire que les frontières qui ont été décidées par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, quelque part en Europe,
qui se sont partagés comme ça, comme on partage un gâteau. Ils se sont partagés l'Afrique, Kama, en disant bah, vous les Anglais, vous aurez ça, nous les Français, on va voir ça. Ils sont jamais allés voir sur place, et ça donne des divisions épouvantables qui créent des guerres, parce que certains pays voient une ethnie au grand pouvoir faussement démocratique qui a été mis en place par les Européens, et d'autres ethnies comme les Hutus et les Tutsis qui se trouvent dominées, qui se trouvent maltraitées par les autres, qui sont mis au pouvoir par les Européens, et donc des génocides et des conflits terribles qui n'en finiront pas. La seule solution, c'est le retour aux frontières précoloniales, aux traditions précoloniales, aux religions précoloniales, à tout ce qui était avant. Également dans la façon de s'habiller. Quand je vois des ministres et des présidents africains et de Kama habillés avec le costume cravate des colonisateurs, mais alors leurs ancêtres doivent s'arracher le peu de cheveux qui leur reste et se sentir trahis. C'est absolument inadmissible. Que lorsque on pourrait dire, avoir la fausse excuse, que dire c'est pour plaire aux visiteurs étrangers, on s'habille quoi. Alors, moi, j'ai jamais vu le président français ou le président ou le premier ministre anglais, quand des chefs d'État africains viennent, s'habiller en africain pour faire plaisir à leurs visiteurs. Donc, c'est deux poids et deux mesures. Mais la base de tout ça, c'est, je crois, le plus bel exemple, c'est Mao Tse-tung. La Chine était également colonisée, comme l'Inde, comme toute la planète colonisée par cette minorité minuscule européenne, qui par la force, par la violence, par le sang, a colonisé toute la planète. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Inde, Moyen-Orient, tout ça c'était des colonies. C'était les empires, l'empire britannique, l'empire français. Le seul qui a compris comment se débarrasser de tout ça, avec Gandhi un peu, mais encore mieux Mao Tse-tung, quand il a fait la révolution culturelle, et qui vraiment voulait se débarrasser de tout ce qui avait pu être influence européenne, colonisatrice. Mesdames et messieurs, vous avez suivi, j'espère avec attention, ce prêtre, il est d'origine européenne. Il nous parle là de la décolonisation et surtout même aussi de la colonisation. Comment est-ce que ça s'est passé et quelle est l'appréhension que lui, personnellement, a eu de cet événement-là qui a eu lieu ici en Afrique et même de par le monde. Et parlons spécifiquement de l'Afrique, professeur Emmanuel Desportes. Il propose par exemple qu'on doit se débarrasser de tout ce qui est comme culture actuelle européenne. Est-ce que ce n'est pas utopique? Est-ce que c'est possible encore? Voilà, c'est pourquoi tous les débats qu'on fait souvent avec les religieux, c'est pour qu'ils comprennent. Et que ce soit les débats avec des intellectuels d'un certain genre, c'est pour qu'ils comprennent. Et les débats que nous faisons avec des religieux, c'est aussi pour que nous puissions aider la population à comprendre. Par exemple, l'élément qui vient de passer là, la dernière émission, on aurait dû mettre ça, mais je n'ai pas voulu. Parce que, en fait, ce n'était pas dans le but d'amener quelqu'un à changer. C'était dans le but de parler de Jésus, puisqu'il était question d'un événement de la nativité. Alors, donc, quand on a un élément comme celui-là, c'est pour réchauffer les mémoires. Avant l'indépendance, il y avait l'indépendance. Et après l'indépendance, il n'y a plus l'indépendance. Il y a la dépendance. Alors, un peuple indépendant suppose qu'il était dépendant avant. Qui avait colonisé l'Afrique avant que les Européens ne se partagent l'Afrique? Personne. Et les Africains voyageaient comme tout le monde. On faisait même des voyages astraux, comme tout le monde, parce que les pouvoirs qu'avaient les chefs avant, pour pouvoir nourrir leur peuple, pour pouvoir lutter contre la calamité et tout, venaient de forces métaphysiques. Alors ces forces ont été combattues par des méthodes qui sont passées par la barbarie, l'arme, parce que depuis le XIIIe siècle, quand on découvre le bâton à feu, qu'on a appelé plus tard le fusil. Alors c'est là que certaines personnes se sont donné des griffes, ils sont devenus des félins. Et ils se sont mis donc à aller s'imposer partout, sachant qu'avec l'arme à feu, on peut faire marcher les gens.
Alors, nous sommes donc devenus des assujettis. Le cadre de cette émission qui parlait de ces choses, c'est parce que nous disons en métaphysique, on apprend à s'auto-prendre en charge. Et nous ne pouvons pas dire aux gens, prenez-vous en charge, lorsque nous ne décrions pas cet indice. Lorsque nous ne les ouvrons pas les oreilles et les yeux, malgré que Jésus disait, ils ont les oreilles, ils n'entendent point, ils ont les yeux, ils ne comprennent point. Parce que jusqu'aujourd'hui, ceux qui détiennent le message de Jésus comme des promoteurs de ces messages n'ont rien compris de ces messages. Professeur, pour revenir à la colonisation et l'indépendance, est-ce que ça paraît pas le retour à la posture précoloniale, politique et religieuse? Est-ce que ça paraît pas utopique? Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, j'ai bien suivi votre question. Je ne suis pas en train de biaiser, comme pour dire que je ne réponds pas. Moi, je pense qu'il y a les marées hautes et les marées basses. Le monde doit se purifier des impuretés qui viennent de tout lieu, de toute nature. Alors, si certaines personnes, par la force de l'arme à feu, et par des méthodes parfois conventionnelles, conventionnelles selon leurs normes, et parfois inhumaines, qui les permettent d'assujettir d'autres peuples, utilisent une sagesse, une certaine ruse, de domination de l'homme par l'homme, d'impérialisme et tout, et s'imposent, imposer leur hégémonie à d'autres peuples. Alors, voyons comment eux-mêmes ils meurent. Général de Gaulle est où? Mitterrand est où? Tous ces gens sont partis. Les cimetières ont les gens d'une très grande valeur pour le monde. Que ce soit ceux qui ont fait évoluer la technologie. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Afrique va avoir son mot à dire. Parce que, si on remarque très bien, c'est toujours, à un moment donné, des personnes qui ne sont pas complètement assujetties. Parce que, prenons par exemple des émissions dans les télés, qui sont au Cameroun. Si vous regardez certaines télés et que vous voyez quelqu'un qui porte le mentor de l'Occident, tu suis bien son langage, il défend l'hégémonie de l'Occident. Alors, parfois, c'est des gens qui sont totalement acculturés. Ils n'ont pas de culture générale. Et il y a une nouvelle donne qui commence à venir. D'aucuns passent par la base de ces choses. Ils utilisent la Bible comme élément. Ils viennent à la télé, à la radio dire que la Bible est l'outil qu'ils utilisent aussi, mais ils se foutent des prêtres. Et qu'ils guérissent toutes sortes de maladies sans demander 5 francs. Qui sont l'égal de Jésus-Christ. Bon, c'est une folie pour ceux qui les écoutent. Mais c'est une autre manière de voir l'Afrique se réveiller sous une autre forme en utilisant les outils que les autres sont venus avec. Parce que moi, quand je les écoute, moi, ça m'amuse un peu, mais ça ne m'amuse pas tellement un peu. Je dis, bon, mais écoutez, parce que là, je ne veux pas citer le nom, tu trouves quelqu'un qui a les diplômes universitaires, qui a enseigné à l'université, mais qui te raconte une histoire de Bible qui sort de nulle part, mais qui te dit que c'est grâce à cette histoire, à cette Bible-là, qu'il guérit tout le monde et qu'il ne demande pas 5 francs. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a cette catégorie de personnes qui se distinguent déjà et se passent comme les psychopathes intellectuels. Il y a une autre catégorie de gens qui parlent très mal français et qui ne s'intéressent même pas de la langue française et d'aucuns n'étaient pas à l'école du tout. Mais quand il a des arguments, lorsqu'il a la chance de passer à la télé, mais on a l'impression qu'il donne les cours à ceux-là même qui sont devenus carrément les gens de l'Hexagone, c'est-à-dire de l'autre côté. Donc l'Afrique se réveille petit à petit. Il ne faut pas penser que tout le monde va se retrouver à la fois. Les radios et les télévisions continuent à faire la publicité de l'Occident. Ça, on ne peut pas en dire autrement. Mais il se passe quand même des émissions
fourre-tout, hein, qui, par moments, certaines personnes parlaient des choses qui laissent croire qu'il y a d'autres idées qui peuvent naître. Et je pense qu'avec les échecs, parce que prenons par exemple le cadre médical, si la médecine, au jour d'aujourd'hui, soignait les gens et les guérissait, c'est que les praticiens n'ont plus de clients, entre guillemets. Mettons de côté les gens qui continuent dans les traditions et qui sont dans les lieux reculés et qui n'arrivent pas à trouver un médecin ou un dispensaire à leur portée. Mais moi, je pense que les publicités qui passent, par exemple, dans les émissions, et quand on va parler des fibromes, quand on va parler de tuberculose, quand on va parler du diabète et tout, tous ces médecins ont toutes ces maladies. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire. Ils parlent parce que le gombo est derrière ça. Bon, et puis les gars qui sont partis là-bas et qui quittent là-bas pour aller voir d'autres gens au quartier, parce que parfois, tu peux faire toute une année, si tu es thérapeute dans la médecine alternative, tu passes toute une année à recevoir les malades des hôpitaux. C'est-à-dire que sur 100 malades, 90 viennent avec des dossiers médicaux qu'ils ont fui l'hôpital. D'aucuns parce que l'argent est fini. D'autres parce qu'on a déclaré que leur maladie est incurable, on ne peut plus rien faire pour eux. Bon, ils sont condamnés. Et souvent, on dit souvent condamnés aux malades qui n'ont plus d'argent à donner. Et ils sont condamnés d'emblée. Ceux qui ont l'argent à donner, si il faut dialyser, on dialyse. On dialyse, tu n'es pas condamné parce que tu peux encore trouver de l'argent pour que tu sois utile. Parce que, en fait, c'est le CFA qui est intéressant. Ce n'est pas la santé. Parce que la médecine se confond souvent avec la santé. Tout ça, ça fait comme si c'est la même chose, alors que la médecine, c'est à part. Professeur, je voulais un peu revenir sur un élément que vous avez apporté tout à l'heure, parlant de ceux qui sont mal cultivés, à culturer, vous avez utilisé le terme, ou alors pas, qui n'ont pas une grosse culture. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, je vais prendre par exemple l'exemple de moi-même, Jean-Marie Nambélé, déjà ayant fait l'école, comme vous aimez souvent dire, de civiliser, on ne peut pas quand même prendre ça et mélanger un peu avec l'africanité pour faire l'Afrique de demain? On peut. Le problème, c'est de savoir... Parce que vous vous demandez qu'on fasse une rupture totale. Le problème, c'est d'aller se poser la question pourquoi j'étais à l'école. Si on était à l'école pour avoir les diplômes et travailler, vous n'avez rien compris de l'école. L'école ne fait pas travailler les gens. Avant, quand on avait le CEP, on trouvait du travail parce que le blanc avait besoin de gens qui savent vendre de la sardine, les boîtes de lait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces gens-là. Quand on avait le BEP, c'est à un moment donné où le CAP est arrivé au Cameroun, on n'avait pas de travail. Le gars qui avait le CAP dactylo ou bien CAP comptable trouvait le travail avant. Parce que l'Européen ne voulait plus venir avec son frère qui va coûter cher. Alors que sur place, il peut faire imputer les écritures d'un compte à l'autre à quelqu'un, sur place. Voilà. Donc, l'école a évolué en fonction de la demande. Oui, de ce qu'on voulait. Pas même la demande, de ce qu'on voulait. Parce que quand on colonise un pays, ce n'est pas comme un pays qui devient par lui-même autonome dans le chéquier mondial. Parce que c'est que les personnes qui bagarraient pour que l'Afrique soit libérée, du jour que des imposteurs qui sont venus ici dire qu'ils sont des civilisateurs, c'était que le développement du pays doit se passer par le besoin de la population. C'est l'inverse. L'économie est au nord et on fait la décentralisation. C'est-à-dire qu'on amène les sardines et tout. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que la sardine. Les boîtes de conserve sont réservées pour les gens qui voyagent. Tu ne peux pas être chez toi, tu manges une boîte de conserve. C'est pas normal. Parce que c'est des produits des marins, des navigateurs. Lorsqu'ils quittaient leur ville pour d'autres pays, il fallait qu'ils aient de la nourriture déjà cuisinée. Et il fallait imaginer comment on en arriverait là. C'est là qu'on a fait des boîtes de conserve. Si bien que les premiers navigateurs avaient des problèmes de scorbite, des manques de vitamine C. C'est là qu'on découvre que le citron et l'oignon peuvent résorber le problème de scorbite. Et c'est là qu'on découvre l'utilité du citron comme fruit ayant la vitamine C.
lorsque les gens commençaient à mourir au cours des voyages. Alors, ceux qui avaient mangé les oignons crus ne mourraient pas. En tout cas, on a compris, professeur, que vous avez accepté qu'on peut quand même aussi prendre un peu si. d'ailleurs pour faire aller, la future Afrique. Oui, il faut aller d'abord à l'école. On ne va pas à l'école en Afrique. On va chercher de quoi avoir un papier pour trouver du travail. Ce n'est pas l'école. Et les enseignants, et les parents, et les étudiants, tout le monde est riche. C'est un fourre-tout. Et puis même ceux qui sont dans même la diaspora, on va en France, quelqu'un va en France, aux États-Unis et tout, c'est pour trouver un bon salaire. Et un bon salaire veut dire qu'il faut avoir un parchemin. Bon, alors on va t'insérer dans un circuit de travail qu'on appelle la division des travaux, donc le dossier arrive chez toi, tu as juste à surveiller un élément et tout. Mais des gens pareils, tu ne peux pas lui donner une entreprise à gérer, même quand il a un diplôme de gérant, de gestionnaire. Mesdames et messieurs, le professeur Emmanuel Diport a donné, je voulais dire, sa version et surtout l'analyse de cet élément qu'on a suivi tout à l'heure avec ce projet qui nous vient tout droit de l'Europe. On va entrer dans le vif du sujet et on parle aujourd'hui de métaphysique pour ceux qui nous ont demandé de revenir encore leur expliquer ce que c'est que la métaphysique et surtout la semaine dernière pour certains des téléspectateurs qui ont envoyé des messages posant la question de savoir qu'est-ce que c'est que la métaphysique. La réponse vous est donnée dans cet élément. C'est le thème du jour. Dans ce monde qui bouge et qui, face à la science, ambitionne de se rationaliser de plus en plus chaque jour, progrès technique par-ci et nouvelles technologies par-là, la superstition, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, la métaphysique, les sciences occultes, bref, que des termes qu'on n'a jamais cessé d'en entendre parler. Mais la question serait de savoir si, de nos jours, tout ceci est encore d'actualité. La réponse à cette question se dégage seule dans le fait que l'homme, au jour le jour, ne cesse de démontrer que par essence, il n'est qu'une source de violence de manière révoltante, un creuset de misère tant contre lui-même qu'à autrui. La métaphysique, parlons-en. La métaphysique est la quête des connaissances des lois de l'univers et les principes cosmiques permettant d'expliquer la raison de l'univers et le moyen de découvrir un sens spirituel dans tout ce qui est, afin de situer le véritable but de l'existence de tout et d'en justifier la conformité. Elle représente la science de la vie car elle est une philosophie cosmogonique au-dessus de toute forme de philosophie livresque, se plaçant à l'échelle supérieure de l'arbre de la connaissance. Cet arbre dont les racines représentent la vie vue dans leur plus simple expression. Le tronc, la sagesse. La partie supérieure du tronc représentant l'acniose et la cosmogonie. Au niveau du croisement des branches se situe l'épistémologie, puis arrive au seuil des branches de cet arbre deux autres disciplines, les sciences et les religions, toutes deux au même niveau. Enfin, et voilà que cette philosophie qui se veut totale, en fin de compte, va coiffer tout cet ensemble en se mettant au sommet du feuillage de cet arbre. Résultat, elle, la métaphysique, fait partie des connaissances magiques supérieures, rejoignant et rajeunissant l'ésotérisme, puisqu'elle étudie les phénomènes qui se produisent au-delà du monde physique et sans les conditionner. La métaphysique explique les lois physiques et les principes spirituels de la nature pour qu'on apprenne à vivre en équilibre et en harmonie avec. En clair, pour les uns, elle tente de répondre d'une façon profonde à toutes les grandes questions existentielles comme qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la vie et la vie a-t-elle un sens, d'où vient l'homme, l'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée, qu'est-ce que c'est que l'énergie cosmique, l'homme détient-il un destin dans l'univers,
L'homme est-il le seul être intelligent ou conscient de l'univers? Qu'est-ce que c'est que le ciel, le purgatoire et l'enfer? Le diable existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, l'envoûtement, le con et le famna? Existe-t-il la malchance, la malédiction? Pourquoi les guerres? Peut-on parvenir au bonheur permanent et éternel? L'homme peut-il maîtriser l'énergie cosmique pour s'en servir et créer son univers à son image et à ses ressemblances? Mais les réponses apportées à ces questions et à tout autre par la métaphysique sont restées empiriques pour une grande catégorie de personnes. C'est normal parce que ces personnes ne sont pas concernées par la maxime fondamentale de l'initiation. Connais-toi toi-même, à l'intérieur de toi-même, et tu découvriras le ciel et les dieux, te découvrant l'air égal, et de poursuivre, car tout est en haut comme en bas, mais de façon inversée. Professeur, on a suivi cet élément. Pour ceux qui n'ont pas été attentifs, est-ce que vous pouvez nous résumer encore ce que c'est que la métaphysique en quelques mots? Alors, la métaphysique, La chirologie est et la philosophie supérieure, au-dessus de toutes les philosophies. Parce qu'avec l'arbre de la connaissance tout à l'heure, vous avez vu que l'Église et la religion sont au même pied d'égalité. Parce que l'Église, elle ne se découvre pas. Elle est déjà prédéfinie. La science se découvre. Mais c'est l'Église qui donne la force à la science. Parce que sans l'Église, la science n'existerait pas. Je donne un exemple simple. Galilée était le premier scientifique de notre ère, au deuxième siècle de notre ère. Alors, il disait, le sang ne circule pas. Et l'Église catholique de l'époque disait, c'est scientifique, parce que c'est un scientifique. C'est-à-dire l'onction d'être scientifique était à cette époque donnée. Il faut bien dire que l'Église à l'époque était beaucoup plus aussi entrée dans la politique, donc oui, pouvait donner cette onction-là. L'Église donnait l'onction à n'importe quelle recherche. Pour que cette recherche-là ait de valeur, il fallait que l'Église soit d'accord. Parce que lorsque Copernic dit la Terre est ronde, alors on enseignait à l'université catholique de Rome que la Terre était carrée. Il était interdit à qui que ce soit d'enseigner le contraire. Mais c'était scientifique. Bon, mais après que Copernic ait publié un ouvrage sur la cosmogonie, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, il a failli mourir. Il a failli être tué, j'ose dire. Malheureusement pour lui, il meurt avant qu'on ne vienne à l'abattre. La publication de ce livre a permis à Galilée, de faire des recherches qui ont donné naissance à des longues vues, pour confirmer le fait que la Terre n'est pas carrée. Ça pour nous démontrer qu'il y a une relation entre l'Église et la religion. Et là encore, l'Église a attaqué Galilée. Il a fait de Galilée. Il a fait des procès. Donc, la science et l'Église, c'est la même chose, en réalité. Parce que, en fait, la science se limite là où la connaissance de l'homme se limite. Et l'Église aussi, ses limites, son Dieu se limite au niveau de son cerveau. Alors qu'en métaphysique, on va au-delà du cerveau. Prenons par exemple quand on parle du corps humain, de la biologie. Lorsque vous faites des cours de biologie à l'université, on vous limite à ce qu'on peut voir. Si on prend par exemple les glandes, nos gardiens invisibles, en métaphysique, c'est comme ça nous les appelons. À l'université, ce n'est pas nos gardiens invisibles, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais que les glandes ont un rapport avec le subconscient, le supraconscient et le cosmos. Et ces rapports-là, c'est ça qui lie l'homme de ceux du cosmos. Du moins, ce qui lie l'homme du cosmos et des glandes est appelé les chakras.
Les chakras, on n'apprend jamais ça à l'université, d'une manière formelle, pour avoir l'interrelation qu'il y a entre l'énergie qui circule dans notre corps et comme un autre mode circulatoire et en même temps la circulation du sang. Vous voyez? Donc la particularité de ces deux systèmes circulatoires qui est très connu des métaphysiciens n'est pas connu des scientifiques. Alors le problème se pose donc à un moment donné, c'est-à-dire la science met en doute les choses qu'elle n'arrive pas à explorer, la science des universités, que le métaphysicien rigole sur ça parce que c'est des choses qui existent depuis des millénaires, qu'on appelle communément la science occulte. Occulte, ça veut dire une science qu'on n'a pas encore dévoilée, qui est restée hermétique. Mais pourtant, on vit. Et on essaie d'expliquer cette manière de vivre. On respire tout. On essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'énergie que nous recevons à la naissance. Bon, ça entre ici, ça sort là. Parce que croire en Dieu, c'est croire comme les gens ont dit. Croire à la science, c'est croire aussi comme les gens ont mis en place certaines normes. Professeur, avant de répondre à la question si la métaphysique répond effectivement à toutes les questions, je vais rappeler aux téléspectateurs, pour ceux qui veulent participer à l'émission, de bien vouloir nous envoyer donc la SMS au numéro qui vont s'afficher au bas de l'écran, parce qu'ils étaient nombreux la semaine dernière pour déjà nous poser les questions sur la métaphysique. C'est quoi la métaphysique? C'est pour cela qu'avec le professeur, on se donne dans la peine cette semaine de répondre à toutes les questions. Professeur, vous semblez dire que la religion et la science, globalement, c'est le étant au même niveau, voilà, n'ont pas répondu à toutes les questions. Ça veut dire que la métaphysique qui est pour vous, la haute philosophie, a répondu à toutes les questions. Il y a toutes les réponses là-bas. Bon, alors, toutes les réponses sont là pour les initiés. Parce que on ne peut ne pas vouloir s'intéresser de quelque chose et avoir les réponses à recevoir ou à donner. Si je n'étais pas intéressé par la métaphysique, je ne parlerais pas de la métaphysique à une chaîne de télévision ou à la radio. Alors, la même chose, l'étudiant, entre guillemets, de la métaphysique comprend facilement où ce qu'on l'amène, contrairement à celui qui ne veut pas étudier en métaphysique. Alors, celui qui veut étudier en métaphysique va donc subir l'initiation. L'initiation, si ce n'est pas le syllabaire, où on va dire B, A, BA. On va vous dire l'alphabet français a 26 lettres. Mais après, au cours de votre vie scolaire, vous aviez les CCD qui vont entrer, qui sortiront de nulle part. Non, c'est pas ça. Ce sont des trichés. Non, ce sont de faire du n'importe quoi. L'être humain est valable. Donnons de la valeur à l'homme. Parce que l'homme doit être au centre de la vie. Mais c'est ce que nous remarquons, c'est que l'homme est devenu un outil que des prédateurs de ce monde qui ont construit un système économique, l'économie du marché, ont créé la dépendance de l'homme aux outils. Et finalement, l'homme est devenu un instrument de l'économie. Mais professeur, quand on vous entend parler comme ça, vous parlez d'initiation, beaucoup de personnes finissent par croire, et ils ont posé la question que la métaphysique a une grosse relation avec les sociétés secrètes et initiatiques qu'on connaît. Est-ce qu'il y a donc une relation et où est-ce que la métaphysique se positionne donc par rapport à toutes ces sociétés secrètes et d'initiation dont on parle communément? Je n'ai pas envie de les citer ici. Ah oui, Rose Croix, franc-maçonnerie, tout ça. On a eu des Camerounais qui ont écrit des livres qui allaient dans tous les sens sur ce mouvement. C'est comme quelqu'un qui parlait de la comptabilité, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un compte. Il ne sait pas comment on impute les écritures d'un compte à l'autre. C'est comme quelqu'un qui parlait de l'informatique, il n'a jamais vu l'ordinateur de sa vie, mais il vous parlait de l'informatique. Vous qui maîtrisez alors, la métaphysique, la métaphysique est partout. La métaphysique est dans les sociétés secrètes traditionnelles africaines. La métaphysique est la politique africaine d'antan qui permettait d'éduquer les hommes à remplacer, c'est-à-dire les jeunes à remplacer les vieux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tombés dans le bourbier de l'Europe. C'est-à-dire que le droit d'aînesse est aboli en France depuis. C'est aboli au Cameroun sans que ça ne soit une loi qui
qui existaient et qui sont abolis. Non, c'est aboli. Alors, le père n'a pas d'initiation à donner à son enfant. Parce que lui, il dit, moi, je n'étais pas à l'école, mon fils. C'est toi qui as fait l'école. Dis-moi, comment tu viens me poser les questions. C'est-à-dire qu'il y a l'absence totale des civilisés que nous sommes. Parce que les civilisés ne sont pas seulement ceux qui ont été à l'école, mais ceux qu'on a fouettés à une période donnée, au cours des périodes de la colonisation, et où qu'ils ont vu comment on a fouetté les gens, ou qu'on a tué quelqu'un, il a vu, il a pris peur, et il a dit, je me renonce, je ne suis plus quelqu'un. Parce que, auquel cas, que de vivre, parce qu'il y a même un proverbe qui est né par la suite par certains groupes d'Africains et Camerounais de certaines régions qui disent, il vaut mieux un lâche, un poltron vivant qu'un héros mort. Qu'un héros mort. Bon, alors donc, ça a créé une situation que la métaphysique résout. Parce que, prenons par exemple, si quelqu'un fait, il y a de la métaphysique née, c'est-à-dire que quand nous étudions les signes du zodiaque, nous prenons par exemple les sagittaires. C'est des personnes qui sont beaucoup plus proches des problèmes occultes. Là-dedans, ils ne sont pas gênés, ils peuvent aller à l'église, mais à un moment donné, ils peuvent se retrouver en train de faire dans les arts divinatoires. Vous pouvez même trouver quelqu'un qui, hier, était même prêtre, et aujourd'hui, il devient voyant. Bon, donc, il peut étudier en métaphysique. Alors, les béliers aussi, avec une petite différence avec ce que je venais de dire des sagittaires, les béliers aussi sont intéressés, d'ailleurs, tous les signes du feu. La majorité des personnes qui sont du signe du feu sont intéressées par la métaphysique. Mais maintenant, il y a aussi les noms que nous donnons à nos enfants. Lorsqu'on fait une étude de numérologie, nous trouvons que certaines personnes qui sont du chiffre 9, c'est-à-dire de typologie 9, sont intéressées par l'utopisme, dont ils rêvent. Des rêveurs. Alors, dans les rêves, ils rêvent un monde meilleur, beaucoup plus qu'un monde malheureux, un monde qui peut nuire. Alors, c'est donc à partir des études métaphysiques qu'on peut bâtir les noms des gens. C'est-à-dire, vous pouvez fabriquer un prénom, vous n'avez pas besoin d'un prénom, d'un calendrier qui nous a été imposé par les colons. Vous pouvez vous-même fabriquer le prénom. Ou vous pouvez associer deux noms de famille pour en faire un prénom. Et là, si on éduque les gens comme ça, monsieur et madame seraient d'accord sur un nom. Parce que le problème qui se passe souvent sur nous autres, vous ne pouvez pas donner un nom à l'enfant lorsque l'épouse que vous avez n'est pas d'accord. Alors, ou alors elle est d'accord, mais elle n'est pas d'accord que l'enfant ait l'absence totale du prénom. Voilà. Alors, le prénom, c'est quoi? C'est un nom qui, comme chaque mot, c'est-à-dire chaque mot est composé de lettres. Chaque lettre représente une force. L'ensemble des lettres émet une énergie. Et cette énergie doit être sous le contrôle de la personne qui donne le nom à son enfant. Vous ne devez pas donner le nom à l'enfant, l'arbre, ou bien Macabo, ou bien Kaka, ou Kwedi, la mort. Comme ça, gratuitement. Non, il faut savoir pourquoi. Donc moi, je dis donc que si on peut donc apprendre en métaphysique un certain nombre de choses, on vit dans le monde, mais ça fait partie de ce monde. Et pour ça, on comprend bien que la métaphysique se trouve partout, vous l'avez dit. Et même un prêtre nous a dit sur le plateau que même Jésus était métaphysique, est la métaphysique. Ouais. Donc, on comprend donc, pour ceux qui s'inquiètent encore à penser que la métaphysique n'est que dans des sociétés secrètes, parce qu'on a eu plusieurs SMS qui allaient dans ce sens, vraiment la métaphysique se trouve bientôt. Il suffit simplement d'avoir une certaine volonté de vouloir s'en approcher. On va aller vers des éléments plus concrets de cette science-là, s'il faut qu'on l'appelle ainsi. Parler donc de chirologie et de chiromancie. Et je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre cet élément qui nous est proposé par la réalisation. La chirologie et la chiromancie. Voici la main. Elle a 5 doigts. Le pouce,
l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Lire dans la main d'un individu, c'est ouvrir le livre de sa vie. Mais comment ça se passe? D'abord, il faut rappeler l'importance de la main. Sur le plan culturel, par exemple, la main fait partie du gestuel qui accompagne nos échanges. Quand on parle à quelqu'un à distance ou de près, quand on est en colère, quand on cause avec les autres, etc. Un simple signe de la main suffit pour saluer quelqu'un. Un geste pourtant banal, mais d'une grande portée. Serrer la main à une personne ne se fait pas n'importe comment. On ne tend pas la main à son supérieur. On en est honoré lorsque c'est celui-ci qui le fait. Ça peut aussi être une question protocolaire ou pour signifier le droit d'aînesse, le rang social, etc. Mais le plus grave, c'est de prendre la main d'un ennemi. Cela n'est presque jamais possible. C'est presque systématique. On ne salue pas une personne qu'on déteste. Le contact de deux mains ne saurait être un geste banal. D'où commence l'étude métaphysique de la main. Pourquoi saluons-nous? Du règne animal, il s'avère que seuls les hommes se saluent de la main. La main joue un rôle important dans notre vie et parce qu'elle condense une énergie très puissante, plus que les autres parties du corps, qu'elle reste très importante. Nos mains dégagent un fluide magnétique. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent les exorcistes, mais surtout les magnétiseurs qui guérissent la quasi-totalité de leurs patients par une simple imposition des mains. Cette énergie se manifeste sous forme de champs électromagnétiques, les doigts étant les terminaux de celle-ci, pendant la face palmaire de la main, c'est-à-dire la paume de la main restant le lieu où se condense celle-ci. Précisons que c'est au niveau du creux de la main que se centralise ou siège le champ magnétique venant des autres parties du corps. L'étude du langage de la main. Soulignons en passant qu'on trouve la même condensation d'énergie magnétique au niveau des yeux. On comprend pourquoi on parle d'inoptisme. L'étude de ces phénomènes permet de savoir les rapports qu'il y a entre les mains et le visage. N'oublions pas que le gestuel des mains s'accompagne de celui du visage. Pour mieux comprendre ce qu'étaient fondamentalement nos mains, ou ce qu'elles pouvaient nous être utiles sur le plan métaphysique, l'homme de l'Antiquité, grâce à ses travaux de recherche par l'observation et l'expérimentation, obtint deux sciences, la chiromancie et la chirologie. Mesdames et messieurs, vous constatez bien qu'il y a bien des choses qui nous passent à côté et qu'on ne s'attarde pas souvent. On s'attarde pas souvent, par exemple, sur l'énergie que pourra avoir nos mains, professeur. Voilà. Là, on parlait de métaphysique tout à l'heure. Voilà un élément qui nous prouve que la métaphysique est vraiment partout. Alors, le code colonial interdisait aux Blancs de saluer le noir de la main. C'est-à-dire tout sauf saluer un noir de la main pendant de longues années. Et même jusqu'aujourd'hui, certains barons ne saluent pas de plein main l'homme noir. C'est le bout de doigt qu'on vous donne. Alors, c'est quelque chose aussi qui est remarqué lorsque vous saluez quelqu'un et que vous lui serrez bien la main, ça crée de l'amitié. Parce que lorsque le creux de la main, où se trouve le 8e œil, va en contact avec le creux de la main de votre ennemi, la donne change. C'est-à-dire que la réconciliation peut naître très rapidement. Et tant que vous aviez encore des arrières-idées dans cette relation qui est déjà perturbée, il est très difficile que vous ayez à saluer quelqu'un dont vous ne portez pas dans votre cœur. Alors la main est donc, par exemple, lorsque nous faisons des passes de magnétisme que les religieux appellent l'exorcisme,
Bon, puisque eux, ils ne font pas le magnétisme, mais ils utilisent des objets, la croix, on te met ça au front, on met ça fort, tu tombes. On croit que tu es tombé du fait... Au nom de Jésus. Oui, du fait de Jésus. Mais alors que la foi t'a fait de la douleur et tu as eu mal. Ceux qui me suivent et qui ont eu le contact avec cette croix-là savent que ce que je dis est vrai. Bon, et souvent, quelqu'un tombe parce qu'on l'a bousculé avec force. Et la croix-là, c'est un fer. Bon, bien que ça soit quelque chose d'emblématique pour ceux qui utilisent cette croix, mais c'est le fer. C'est un objet. Pour revenir donc sur la main pour ça. Alors donc, avec l'imposition des mains, on transmet le fluide magnétique. Le fluide magnétique, c'est une condensation de vibrations qui viennent de l'au-delà et que l'homme capte et transmet à quelqu'un comme une énergie réparatrice. Cette utilisation des mains à des moments précis calme de douleur et parfois même va jusqu'à guérir la douleur. Parce que on l'avait promis par le passé, nous aurons une émission métaphysique, magnétisme, c'est pas moi, exorcisme. Et là peut-être que on va faire ça en plusieurs pans, où on va chercher un prêtre exorciste, il dit comment ça se passe souvent, et puis nous aussi on va essayer de voir de notre côté comment expliquer ça. Mais ce que j'explique, c'est que la main a une énergie magnétique, surtout au niveau du clé de la main et en allant vers la zone du mont Jupiter. Donc, ce que vous avez appelé le huitième œil. Voilà. On va encore aller voir donc la puissance de la main et cet autre élément nous présente la force toujours de la main et parlons de l'amour cette fois-ci. Il est évident qu'elle reflète son tempérament ou sa personnalité. Qu'en est-il au juste? Renferme-t-elle la clé de notre destinée ou celle de notre vie? À titre d'exemple, vis-à-vis de la croyance à la chiromancie, voyons ce qu'il en est grâce à un témoignage venant d'Europe. Claude est chiromancienne depuis plus de 20 ans. Il lui a été soumis le cas d'une jeune femme, Sandrine, dont elle ignorait tout d'elle avant la consultation. Mais bien sûr qu'avant cette consultation, pour être sûre de l'efficacité du travail de Claude, celle-ci a dû confier à ceux qui avaient organisé ce test, et ce, à l'insu de Claude. Mais, en ouvrant le livre de vie de Sandrine, que sont ses mains, voyons ce que Claude, notre chiromancienne, va y décrypter. Si, une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis partie de Bordeaux, je me suis retrouvée attachée de presse et j'ai eu une rupture, une grosse rupture il y a 3 ans, qui a été douloureuse. Et en fait douloureuse parce que je me suis justement beaucoup remise en question pour la première fois. Aujourd'hui ça va et je suis célibataire et contente de l'être pour une fois. Bon, prenez la porte de ma gauche là. Il est temps maintenant pour Claude de se livrer à son art. Va-t-elle lire en Sandrine comme dans un livre ouvert? Une chose me frappe terriblement dans vos mains. Une première date qui s'impose à moi, sa ligne qui était complètement chaînée, c'est-à-dire très très passionnelle. Sa ligne, tout d'un coup, va s'arrêter. Je pense que vers 28 ans, vous avez dû vivre quelque chose sur le plan affectif qui a entraîné un changement total dans votre vie. Le changement lui a permis de vivre les choses beaucoup plus calmement. Ouais, effectivement, à 28 ans, j'ai rencontré quelqu'un et c'était une expérience enrichissante, douloureuse, mais j'ai appris à en tout cas aujourd'hui, à être plus paisible avec ça et à le gérer en tout cas. Eh bien, Claude a vu juste. Quelques secondes ont suffi pour qu'elle puisse déceler ce que Sandrine a été victime d'une situation déplorable dans le cadre de sa vie sentimentale. Hier, encore comme aujourd'hui, la chiromancie et la chirologie furent et restent l'objet d'une grande curiosité, pour ne pas dire de médisance. Mais la Bible en fait allusion dans le sens positif, précisément dans le livre de Job, chapitre 37, verset 7, que Dieu inscrivit des signes et des sceaux dans les mains de tous les fils des hommes, pour qu'ils puissent connaître leurs tâches. La main et l'amour. Croire ou ne pas croire,
Nous vous rappelons que la chirologie ou la chiromancie a toujours existé. Les premières apparitions d'empreintes de main remontent à la préhistoire. On dit combien la main s'avère importante. Voyons, la longueur des jours de l'homme est dans la main droite, les richesses et les honneurs dans sa main gauche. Proverbe chapitre 3 verset 16. Tout d'abord, la main que l'on utilise pour écrire est la main dominante ou active. À titre d'illustration, décryptons à partir de la main quelques questions qui touchent à notre vie sentimentale. La ligne de cœur. La ligne de cœur commence sous l'index. C'est la satisfaction amoureuse ou l'ardeur sexuelle. Entre l'index et le majeur, l'affectivité sera toujours alternée des sentiments égoïstes et passionnés. Cet individu est à la recherche de la sérénité. Aussi, il est question d'une forte tension, d'une jalousie, l'impulsivité dans la vie de cet individu. Si elle commence sous le majeur, c'est de l'égoïsme en amour. Cette personne dans sa vie de couple aura toujours des problèmes d'ordre sexuel. Si elle commence au milieu, attention, cette personne tombe amoureuse facilement. Si elle est courte et droite, la personne montre peu d'intérêt pour des relations. Si elle touche la ligne de vie, on est en droit de dire que cette personne a le cœur facilement brisé. Si la ligne est longue, courte, cette personne exprime ses sentiments et ses émotions librement. Quand la ligne de cœur est ondulée, la personne a toujours des relations et d'amants ou des maîtresses. Elle n'a pas de relation amoureuse sérieuse, stable. S'il y a un cercle sur la ligne de cœur, cela implique que la personne est mélancolique, fait l'objet de dépression ou de tristesse. Pour une ligne coupée, on note que cette personne vit sous le coup d'un traumatisme émotionnel. La ligne de cœur étant traversée par d'autres petites lignes révèle une super émotivité. Elle indique un cœur fragile, l'affectivité tourmentée et le goût à l'aventure avec des sentiments multiples.